Avec son style singulier, le château de la Roche-Guyon invite au voyage. Un voyage à travers le temps, notamment grâce à sa tour du donjon médiéval trônant fièrement au sommet de la colline. Au bord du fleuve se loge un magnifique potager fruitier abritant des centaines d'arbres et d'espèces. Au gré des siècles et des styles architecturaux, cette ancienne forteresse, adossée à la falaise de craie, n'a cessé de se renouveler et se métamorphoser. Ainsi, le château de la Roche-Guyon abrite avec élégance des parties moyenâgeuses, des écuries du XVIIIe siècle ou encore des espaces troglodytiques. Au cours de ces 1000 ans d'histoire, ses habitants y ont d'ailleurs laissé de nombreux secrets. Installez-vous confortablement pour vivre la vie de château. Le château de la Roche-Guyon dispose d'une histoire riche qui se retrouve tant dans ses extérieurs que dans ses intérieurs. C'est Laure Herman, responsable de l'accueil et du développement commercial, qui nous explique la merveilleuse et passionnante histoire du château de la Roche-Guyon. Le château de la Roche-Guyon est situé dans le département du Val d'Oise. Il est bien sûr à l'extrême ouest du département, c'est-à-dire que nous sommes très proches de la Normandie et de la frontière avec la Normandie. C'est un château qui a une particularité. On dit à juste titre qu'il y a ici 1000 ans d'histoire, parce que c'est vrai que chaque siècle a laissé une trace et une empreinte très particulière. On a ici des espaces troglodytiques, on a des salons du XVIIIe siècle, on a un jardin potager. Donc c'est un château qui est assez exceptionnel pour l'envergure de l'histoire qui est proposée ici. Si on parle de près d'un millénaire d'histoire pour la Roche-Guyon dans sa forme actuelle, c'est sans compter sur son premier château qui nous emmène encore plus loin. On sait que le premier château daterait du 3e, 4e siècle et il était entièrement troglodytique. Le premier seigneur vit dans la roche, dans des cavernes. On a un mot très particulier ici qu'on emploie qui s'appelle des boves, qui désigne ces grottes à l'intérieur de la falaise. Les premiers seigneurs vivent dans ces boves. On sait que les premiers seigneurs profitent du fait qu'ils soient dans une position avantageuse et très en hauteur par rapport au fleuve pour rançonner les bateaux marchands qui passent sur la Seine. Passer à la Roche-Guyon à ces époques était un petit peu dangereuse. On fait un petit bond dans le temps, on arrive cette fois à la fin du XIIe siècle, donc c'est le début de la féodalité. Le roi Philippe Auguste, qui est en conflit avec le fameux Richard Cœur de Lion, vient un jour visiter cette forteresse très particulière, se rend compte que ici à la Roche-Guyon, on est dans un endroit tout à fait stratégique pour surveiller et protéger la frontière avec la Normandie. Donc il demande au seigneur Guy de la Roche de construire une tour de surveillance qui est aujourd'hui le donjon. Le donjon est relié avec le château du Bas par un escalier souterrain entièrement creusé à l'intérieur de la falaise qui fait à peu près 300 marches et qui est délice absolue des visiteurs pour monter jusqu'en haut de la tour ici. Alors on a 272 marches, peut-être plus, peut-être moins, ça c'est à chacun de vérifier. Et on arrive en haut de cette tour et du haut du donjon, on a un point de vue tout à fait exceptionnel sur la vallée de Seine. On voit Véteuil, on voit Mantes-la-Jolie et on a l'impression d'être presque les maîtres du monde quand on est là-haut. Au 8e et 9e siècle, une partie du premier château troglodytique est cassée pour construire un corps de logis.
Cependant, c'est au XVIIIe siècle qu'ont lieu les principaux changements. Les membres de la famille de La Rochefoucauld en font une demeure plus digne de leur rang et de leur nom. Ils vont ainsi construire le pavillon d'Anville, puis aménager les jardins. Siècle des Lumières oblige, la vie intellectuelle y est très importante. De grands noms de l'époque sont liés au château, comme Voltaire, Condorcet, Turgot ou encore Victor Hugo. Et enfin, donc plus proche de nous, en 1944, période un petit peu plus sombre, c'est le QG de Rommel qui est installé ici, le maréchal Erwin Rommel, qui vit ici pendant quelques mois, juste avant le débarquement. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que le site a été préservé, protégé. Il n'y a pas eu de dégâts suite à cette occupation allemande. S'il est toujours privé, le château est ensuite inhabité pendant de longues années. Pendant cette période, la demeure, laissée à l'abandon, est squattée. Puis, le 16 avril 1994, le château ouvre au public pour la première fois. Des restaurations sont cependant nécessaires pour permettre l'accès au donjon. Partons à la découverte des intérieurs de ce fameux château de La Roche-Guyon. Lorsqu'on est face au château de La Roche-Guyon, on arrive à découvrir quand même d'un seul coup d'œil toutes les parties différentes. Notamment en haut de la falaise, on a ce donjon féodal. On a dans la partie basse, juste face à nous, un corps de logis qui est un reste du corps de logis féodal. On rentrait dans ce corps de logis par la tour carrée, qui est aujourd'hui carrée, mais qui était ronde au XIVe siècle et qui protégeait la herse et les assommoirs, c'est-à-dire le système de défense médiévaux, qui empêchait éventuellement les Anglais de rentrer dans ce corps de logis. Et on a enfin, autour de ce corps de logis, du côté ouest et du côté est, on a les ajouts qui sont du XVIIIe siècle et qui sont dus à la famille de La Rochefoucauld. On a le pavillon d'Anville, on a surtout les écuries qui sont construites à partir de la première moitié du XVIIIe. On sait que l'architecte qui était Louis de Villars va s'inspirer des écuries de Chantilly. Alors c'est vrai qu'elles sont ici beaucoup plus petites, mais on retrouve le même plan, le même classicisme qu'on aurait dans les écuries de Chantilly. Lorsqu'on commence la visite, on commence sur la terrasse. Paradoxalement, elle s'appelle la terrasse médiévale, mais elle ne l'est pas du tout. C'est juste qu'elle encadre le corps de logis médiéval. L'intérêt d'aller sur cette terrasse, c'est qu'on a un très beau point de vue sur le jardin, sur les écuries et sur la Seine juste en face. Et enfin, face au château, on a le jardin potager qui existe dès le XVIIe siècle et qui est agrandi et redessiné en jardin à la française au XVIIIe siècle. L'une des grandes particularités du château de La Roche-Guyon est son grand et majestueux potager fruitier. Créé en 1697, il est ensuite réaménagé au début du XVIIIe siècle. C'est Johann Miksch, l'un de ses jardiniers, qui nous explique les spécificités du jardin. Le jardin se compose de 4 grands carrés divisés en 8 parcelles triangulaires. Donc ça fait un total de 32 parcelles sur tout le jardin. Au milieu de ces 4 grands carrés, il y a des bassins d'arrosage qui aussi maintiennent une biodiversité. Tout est articulé autour de ces 4 grands bassins et carrés. Il y a 3,8 hectares de jardin, ce qui en fait quand même le deuxième jardin après le potager du roi à Versailles. On y fait alors beaucoup de cultures maraîchères et de l'expérimentation. On teste des pratiques. S'il obtient le label Jardin remarquable en 2011, ce potager est conçu à la base comme un jardin expérimental. Son but est de tenter d'acclimater des plantes en provenance des Amériques, comme la pomme de terre par exemple. On a sur un tracé
qui date de 1741. C'est un tracé à la française. Par contre, après, ce qui se passe dans les parcelles, c'est vraiment plus un côté naturaliste. C'était à la fois une envie d'avoir un jardin potager pour nourrir les gens, mais aussi un côté ornemental, vu qu'il se situe vraiment en contrebas du château. On a une vue plongeante sur le jardin, donc il y a un côté esthétique. Ici, à La Roche-Guyon, l'utilisation de produits chimiques de synthèse est totalement abandonnée sur l'ensemble du domaine à partir de 2007. C'est pas moins d'une douzaine de salariés provenant d'un chantier d'insertion qui œuvrent au bon fonctionnement de méthodes de culture entièrement naturelles. En 2013, le potager obtient la certification agriculture biologique pour l'ensemble de sa production. Toutes les parcelles ne sont pas identiques les unes aux autres. Certaines vont être vraiment dédiées à des prairies fleuries. Elles sont vraiment en permanence dans cet état. On y intervient le moins souvent possible justement pour ne pas perturber la faune et puis la biodiversité qu'il peut y avoir dans ces parcelles. Toutes ces parcelles aussi sont bordées d'arbres fruitiers. Il y a 675 arbres fruitiers, beaucoup de poiriers. On a plus d'une vingtaine de variétés de poiriers. Des pommiers, on en a 15 variétés. Et au total, oui, ça fait 675 arbres. Alors, on a aussi des prunes, des pêchers. On a un grenadier, un assiminier. Enfin, bon, ce genre d'arbre un peu... qui sort un peu du commun, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. En haute saison, les légumes du potager fruitier sont en vente à la boutique du château. Concernant les fruits, les principales récoltes sont transformées pour en faire des confitures ou des jus. Si les jardins sont singuliers et que l'architecture du château est un impressionnant mélange, les intérieurs sont tout aussi majestueux. On a l'escalier d'honneur, qui est un escalier du XVIIIe siècle. Il a une particularité, c'est qu'il permet de rentrer directement dans l'enfilade des salons. On rentre ensuite dans la plus grande salle du château, qui est la galerie. On l'appelait avant salle des gardes, puisqu'en fait, effectivement, avant, c'était un endroit où, au Moyen-Âge, les gardes pouvaient s'entraîner, puisque c'était le plus grand espace dont ils pouvaient bénéficier. Galerie, puisque à partir du XVIIIe siècle, elle va être une galerie un petit peu de présentation. Il va y avoir les portraits de famille qui vont être présentés. L'intérêt de cette galerie, c'est qu'elle a un très beau plafond qui date du XVIIe siècle, avec la devise de la famille, qui est « C'est mon plaisir ». Et on a l'année 1659, qui est l'année où on a fait ce plafond, et qui est l'année où le domaine de La Roche-Guyon passe aux mains de la famille de La Rochefoucauld grâce à un mariage arrangé bien sûr, entre l'héritière La Roche-Guyon et le duc de La Rochefoucauld, mariage imposé par Louis XIV. On a ensuite une série de salons. On a la salle de billard, on a le petit salon qui est d'esprit rocaille. Il y a des très jolies boiseries rococo le long des murs du petit salon. Très important entre le petit salon et le grand salon. Un tout petit passage qui fait 3 mètres à peu près, qui est en fait l'épaisseur du mur médiéval du corps de logis. Donc ça signifie que lorsqu'on passe dans le grand salon, on quitte l'ancien logis médiéval pour rentrer dans un bâtiment ajouté au XVIIIe siècle.
On a enfin ce grand salon qui était la pièce maîtresse au XVIIIe. Madame d'Anville en a dirigé l'aménagement à partir de 1765. Elle va faire appel aux meilleurs artistes de son temps, les bas-reliefs par exemple, qui sont de Lecomte, bas-relief de marbre blanc qui représente la charité et le génie des arts. Madame d'Anville va également commander à la manufacture des Gobelins 4 tapisseries qui vont raconter l'histoire d'Esther, qui était très en vogue à l'époque. Esther était une pièce écrite par Racine 50 ans auparavant. Donc, toutes les personnes qui rentraient dans le grand salon reconnaissaient du premier coup d'œil que c'était l'histoire d'Esther. On a ensuite un petit cabinet chinois avec des papiers peints chinois qui datent de la fin du XVIIIe siècle. C'était très en vogue, c'était ce qu'on appelait les chinoiseries. C'est la Compagnie des Indes qui a mis ça à la mode. C'était une vraie folie à Versailles. On retrouvait ça dans le mobilier, dans la porcelaine. On a ici donc nos chinoiseries à La Roche-Guyon. La bibliothèque, qui malheureusement n'a plus que le nom de bibliothèque, puisque les livres ont été vendus comme biens meubles en 1986. Donc aujourd'hui, on n'a plus ce qu'on appelle des fantômes, donc des faux livres. On traverse ensuite 2 cours pour commencer à monter les marches du château. On a d'abord un escalier qui nous emmène aux chapelles. Les chapelles sont relativement récentes, elles sont consacrées en 1819. Et elles ont cette particularité d'être dans la roche. Elles sont entièrement troglodytiques. Et c'est vrai qu'on sent quand on rentre dans les chapelles qu'il fait toujours beaucoup plus frais ici à l'intérieur. Et il y a une acoustique très particulière. Il y a un son très particulier à l'intérieur de ces chapelles. Le château accueille aussi une petite merveille secrète sous le sol du grand salon où les visiteurs n'ont pas encore la chance de pouvoir se rendre. Il y a effectivement ici un petit trésor caché et qui, on l'espère, ne va pas le rester très longtemps. C'est un théâtre qui est sous la partie XVIIIe siècle, sous le grand salon du château. On n'a pas beaucoup d'informations sur le théâtre. On sait qu'il est terminé le 17 octobre 1768, parce que dans la correspondance de Madame d'Anville, elle envoie à un de ses amis une lettre qui dit « Aujourd'hui, mes enfants vont pouvoir me représenter une pièce dans mon théâtre enfin terminé ». On a au moins cette date très précise. On sait que c'était un petit théâtre privé, familial. On pouvait y accueillir entre 30 et 35 personnes assises. On ne sait pas exactement si des troupes connus y sont passés, on ne pense pas. C'était vraiment quelque chose qui était fait en interne. Il a ceci de particulier qu'il est souterrain et que les accès du théâtre, que ce soit pour les spectateurs ou pour les comédiens, étaient forcément du château. On ne venait pas comme ça de l'extérieur pour rentrer dans le théâtre. Donc on pense aujourd'hui que c'est un théâtre qui était privé mais aussi peut-être un peu secret. De cette façon, la famille a pu faire représenter des pièces qui étaient censurées sans que ça ne se soit connu. Ils étaient tranquillement installé dans le théâtre. On sait aussi qu'il a dû être utilisé jusqu'au début du 19e siècle parce qu'on a des traces de restauration, de peinture notamment, qui datent de cette époque. Après, au moment de la restauration, c'est le cardinal du Rohan-Chabot qui est propriétaire du château, qui était lui beaucoup moins tolérant que ses ancêtres et donc c'est lui qui a dû peut-être fermer le théâtre ou en tout cas décider de ne plus l'utiliser. Donc c'est pour ça que malheureusement il n'est plus en très bon état. Heureusement, il est en restauration depuis un peu plus d'1 an. On a commencé à rechercher toutes les pièces, toutes les parties du théâtre qui pouvaient être réutilisées. Les pièces de bois sont très abîmées, mais tout ça a été comptabilisé, a été inventorié. Et il y a une restauration qui est en cours et on espère pouvoir ouvrir le théâtre
printemps 2024 ou fin 2024, mais c'est en tout cas assez proche maintenant. Marie-Laure Adjé, directrice du château, nous explique les travaux nécessaires à la restauration du théâtre. Le théâtre, c'est un projet particulier parce qu'on y a déjà fait des travaux, donc des travaux de sauvegarde d'urgence parce qu'il était vraiment à l'état de ruine. Donc on a fait une première étape en 2021, on a fait des travaux de sauvegarde d'urgence. Donc aujourd'hui son état est stabilisé et on y voit beaucoup plus clair, j'allais dire, sur ce chantier-là. Et donc on a le projet d'en faire une restauration complète avec l'envie très forte aussi, comme le château est aussi un lieu culturel et pas seulement un lieu qui se visite, de pouvoir se servir de ce théâtre. Et ça pose beaucoup de questions en termes d'enjeux, de traitement d'air et aussi d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Réaliser de tels travaux nécessite de mobiliser d'importants fonds financiers. C'est dans ce cadre qu'intervient la Fondation du patrimoine pour sauver le trésor du château de La Roche-Guyon. En 2019, le château avait été sélectionné dans le cadre de la mission Berne pour ce projet de restauration et ça s'accompagne d'une campagne de financement participatif donc qui a été ouverte il y a déjà plusieurs années mais qui est toujours ouverte. Actuellement, l'estimation des travaux n'est pas encore totalement finalisée mais on pourrait être à entre 2 et 3 millions d'euros pour ce projet-là. Donc vous comprenez bien que les questions de financement sont très importantes et par ailleurs, c'est vrai que nous, c'est un projet qui nous tient particulièrement à cœur et qu'on a envie de partager aussi avec le plus grand nombre. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette demeure n'appartient pas à la municipalité, mais à une famille vivant au sein du château. Alors le château, il est ouvert au public depuis 1994. En fait, jusqu'à cette date, et encore aujourd'hui d'ailleurs, il appartient à la famille La Rochefoucauld. Et en 1990, la famille a signé un bail amphithéotique, d'abord avec une association de sauvegarde qui s'est ensuite transformée donc, en cet établissement public qui assure la gestion du château et qui en a assuré l'ouverture au public. Ses habitants délèguent toute la partie institutionnelle et culturelle aux équipes de Marie-Laure Adjé. Le château vit ainsi toute l'année grâce à de nombreuses animations et activités. Comme par exemple cette exposition de bande dessinée qui prend pour décor le château de La Roche-Guyon. L'action de l'album « Le piège diabolique des aventures de Black et Mortimer » se déroule également dans ce petit village du Vexin et notamment dans son château millénaire coiffé de son donjon dominant la Seine. On accueille tout type de public. Le château, il est ouvert 7 jours sur 7, habituellement à partir du début février jusqu'à fin novembre. Et donc, on est évidemment ouvert aux visiteurs individuels, mais on accueille beaucoup de scolaires, beaucoup de croisiéristes, puisqu'il y a une escale fluviale au coin du potager. Aussi des groupes sur réservation, des séminaires d'entreprise. Également, on accueille des mariages, des réceptions privées. Le château peut être effectivement privatisable en tout ou partie. On peut aussi accueillir des tournages de films, de clips, etc. Puisqu'il mélange les styles Renaissance, troglodytique et moyenâgeux, le château de La Roche-Guyon est une véritable curiosité. Exposé à la Seine et idéalement placé,
Cette magnifique demeure, ouverte au public, attire les visiteurs tout au long de l'année, grâce à ses fascinants mélanges architecturaux, ainsi que ses nombreuses activités. Si vous souhaitez vous y rendre, les équipes du domaine vous accueillent du lundi au vendredi, de 10h à 18h et de 10h à 19h les week-ends et jours fériés. N'attendez plus et franchissez le pas de la vie de château.